L'information, partout, sur tous les thèmes. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde. Naïsem Jalal, une artiste RFI talent. Découvrez la flûtiste qui révolutionne la scène jazz avec son album Osloub Hayati. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. 3 chaînes en français, en anglais et en arabe. France 24, des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé, tous les sports, toute l'actualité économique. France 24, l'information, partout, sur tous les thèmes. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce journal de l'Afrique. Voici les titres. Au Burundi, 2 personnes au moins ont été tuées depuis hier soir. Le cortège funéraire d'un militant de l'opposition a drainé des centaines de personnes à la veille de l'annonce des résultats de la présidentielle contestée. L'Union européenne entame des consultations qui pourraient mener à la suspension de la coopération avec le Burundi. C'est demain le jour J pour des millions de Kenyans. Barack Obama, celui qu'il considère encore comme l'enfant du pays, vient pour la première fois en visite officielle à Nairobi depuis qu'il est président des États-Unis. Une visite sous haute sécurité dans un pays durement touché par les attaques des islamistes Shebab. L'invité du journal de l'Afrique, Charles Konan, banni à 2 mois et demi de la présidentielle en Côte d'Ivoire. L'ex-premier ministre a été nommé à la tête d'une coalition de l'opposition. Pourquoi choisir d'affronter Alassane Ouattara? Bravant les consignes de son parti, il répond aux questions de nos correspondants à Abidjan. Alors que Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, salue aujourd'hui le déroulement pacifique de la présidentielle au Burundi et lance un appel au dialogue entre toutes les parties à Bujumbura. La nuit a été marquée par de nouvelles violences. 2 personnes au moins ont été tuées depuis mercredi soir. Le reportage de nos envoyés spéciaux Nicolas Germain, Karim Akiki et Duncan Woodside. Une nouvelle fois, l'assassinat a eu lieu la nuit tombée. D'après les habitants du quartier de Bukirasazi, l'homme qui a été abattu était un opposant, membre du FNL. Ses proches sont sonnés. Ils sont des centaines à accompagner le corps sur plusieurs kilomètres. À bord de ce pick-up, les amis du défunt témoignent. Après l'avoir tué, ils ont lancé une grenade. On les connaît, ce sont des jeunes du quartier. C'est grave ce qui se passe, nous avons le cœur brisé. La paix est possible au Burundi? La paix c'est impossible parce que toujours, il y a beaucoup de monde qui demeure. Depuis l'annonce de la candidature controversée de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat, une centaine de personnes a été tuée, souvent lors d'affrontements entre opposants et policiers. Pour les autorités, le meurtre de mercredi soir n'est pas forcément un assassinat politique. Ça peut être un règlement de compte tout simplement, ça peut être pour mobile politique, ça peut être aussi pour autre chose. Donc dans notre pays, tout peut arriver, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la police est à pied d'œuvre pour essayer de sécuriser autant que faire se peut toute la population, tout le territoire. À présent, tout le monde attend de voir quelle va être la réaction dans les rues de la capitale, autant dans les districts pro-Nkurunziza que dans les bastions de l'opposition, à l'annonce des résultats provisoires par la commission électorale. Une annonce qui devrait intervenir vers 15 h ce vendredi. Au Cameroun, les autorités annoncent un renforcement des mesures de sécurité dans l'extrême nord du pays au lendemain du double attentat perpétré par 2 jeunes femmes kamikazes. 13 personnes au moins ont été tuées. C'est la 2e attaque suicide en 10 jours. Un choc pour la population. Beaucoup craignent que ces attaques ne se répètent. Écoutez ces réactions à Douala. Quand ça s'est passé à Mawa, vous savez que c'est probable que ça se passe à Douala à n'importe quelle heure.
à n'importe quelle heure. Donc nous, la population de Douala, nous avons tellement peur. J'ai peur que ça arrive à Douala. Maintenant là, ils ont des trucs où ils mettent souvent jusqu'à fermer les pieds. Bon, on ne sait pas si c'est un homme ou c'est une femme. Je dois avoir peur. À mon avis, une chose pareille ne peut pas se passer à Douala. Ces attaques se sont passées dans le nord du pays parce que Boko Haram est basé là-bas. Nous sommes loin d'eux et en plus avec la présence militaire qu'il y a ici, ça ne peut pas arriver. Il arrive pour apporter son appui au Kenya dans la lutte contre le terrorisme. Mais la visite de Barack Obama dépasse bien sûr la diplomatie. C'est la première fois qu'il revient en tant que président des États-Unis dans le pays natal de son père. Nairobi est sur son 31. Écoutez les précisions de Mélanie Goubi dans la capitale kenyane. Nairobi est en pleine ébullition. La ville a été mise sur son 31 par les autorités. On a goudronné les routes, planté des fleurs dans les rues pour que la ville soit à son meilleur avantage lorsque le président arrivera. Mais surtout, les autorités ont déployé un appareil sécuritaire énorme. Des hélicoptères survolent la ville depuis ce matin et il y a plus de 10 000 policiers kenyans qui ont été déployés avec bien sûr la peur d'un scénario catastrophe, une attaque déchirable. Mélanie, qu'attendent au juste les Kenyans qui semblent ravis évidemment de voir le président américain venir au Kenya? Qu'attendent-ils au juste de cette visite? Mis à part l'aspect symbolique très fort pour les Kenyans, évidemment, Barack Obama qui retourne au pays, le fils prodige. C'est l'aspect business aussi qui suscite beaucoup d'intérêt pour les Kenyans qui espèrent des investissements accrus de la part des Américains et de la part des investisseurs internationaux en général. L'opposition s'organise en Côte d'Ivoire à moins de 3 mois de la présidentielle. L'ancien Premier ministre Charles Konan Banny, candidat à la présidentielle, vient d'être désigné à la tête d'une coalition nationale pour le changement, coalition hétéroclite de frondeurs, du PDCI et du FPI. Sera-t-il le candidat unique de cette coalition face à Alassane Ouattara? Écoutez sa réponse au micro d'Anna Sylvestre-Trainer avec Arnaud Froger. Ce n'est pas une plateforme contre un individu. Nous sommes dans une démocratie. C'est une plateforme pour faire avancer la démocratie, pour que les élections se passent dans des conditions démocratiques, libres, transparentes et apaisées. Maintenant, vous posez une autre question. Est-ce qu'il y aura une candidature unique? Je n'en sais rien. Nous allons travailler pour qu'il y ait quelqu'un qui soit en face du candidat, du président candidat, le moment venu. Mais la présidentielle, c'est dans 3 mois. Est-ce que vous souhaitez être ce candidat unique, l'homme de la CNC? Si mes camarades me le désignent, ce sera avec honneur et ce serait de manière engagée et déterminée que je le ferai, mais on n'en est pas encore là. Mais vous êtes d'accord au sein de la CNC sur un programme commun? On le sera. Ce n'est pas encore décidé. Écoutez madame, nous ne sommes pas... Est-ce que ça vous a échappé que j'ai été ancien Premier ministre? Ça vous a échappé que j'ai été gouverneur? Ça vous a échappé que Mandou Coulibaly a été ministre de l'économie et des finances et président de l'Assemblée nationale, que Jérôme Kabrambo a été vice-président de l'Assemblée nationale, etc., etc. Nous savons ce que c'est qu'un programme de gouvernement. Est-ce que selon vous, les conditions sont réunies pour que les élections soient apaisées? Évidemment non. C'est une préoccupation lancinante, permanente. Il est bon que nous tirions les leçons du passé et qu'on s'enseigne pour prévenir la catastrophe qui s'est appelée la guerre. Moi, je ne souhaite plus de guerre pour mon pays. Les populations ont trop souffert. Ça ne coûte rien à personne que ensemble de s'asseoir pour essayer de s'entendre. Il y a toujours moyen de s'entendre. Il faut des compromis qui font avancer les choses, des compromis dynamiques. C'est l'état d'esprit qui est le mien, qui a toujours été le mien. C'est pour ça que j'ai accepté d'être président de cette coalition. J'espère que le gouvernement le comprendra. Concrètement, que demandez-vous au gouvernement? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ces élections se passent bien? Alors, les conditions sont claires. Nous voulons une CEI qui soit véritablement indépendante dans sa composition. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Il y a un nouveau paysage qui se présente à nous. Je souhaiterais aussi que nous souhaiterions plutôt que les élections soient sécurisées, que les Ivoiriens soient rassurés, que les opérations vont se passer sans fraude, ou en tout cas la fraude réduite au maximum. Toutes choses qui ne sont pas nouvelles. Nous voulons aussi nous assurer que dans notre pays, nous voterons
que les citoyens de Côte d'Ivoire. C'est un principe qui est universel. Une interview réalisée par Anna Sylvestrener et Arnaud Froger à Abidjan. Destination touristique prisée, le Cap est aussi l'une des villes les plus violentes du monde. Le quartier le plus dangereux des Flats est issu d'une politique de déplacement forcé des populations noires pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Pour lutter contre la délinquance et les trafics de drogue, une initiative originale a vu le jour. Ce sont d'anciens gangsters qui tentent de remettre les jeunes dans le droit chemin. Le récit de Mary Colombel. Derrière le paysage idyllique de Table Mountain, les gangsters font la loi dans le quartier des Flats. Ici, des enfants sont recrutés de force par les gangs et le marché de la drogue alimente de violents affrontements entre bandes rivales. Mais à Hanover Park, un des endroits les plus dangereux, d'anciens gangsters tentent de faire reculer la violence. Le projet baptisé Ceasefire ou Cessez-le-feu consiste à former des criminels repentis afin qu'ils deviennent des extincteurs de violence. J'étais à peine âgé de 17 ans lorsque j'ai participé à mon premier assassinat. J'ai jeté une plaque d'égout sur la tête d'un gars, environ 7 ou 8 fois, pour l'achever. Ceasefire a eu un impact sur ma vie et je suis toujours occupé à travailler avec les gars, changer leur vie, changer leurs esprits. Tout ce que je peux faire pour eux, je le fais. Les enfants sont souvent les plus touchés. Pris dans les échanges de tirs, ils sont aussi facilement influencés par la culture des gangs et sont des cibles privilégiées pour le recrutement. Nous utilisons les extincteurs pour les éduquer et les dissuader d'entrer dans les gangs. Parce que les enfants en sortent traumatisés, puis ils terrorisent les personnes âgées, ils effraient les familles et perturbent toute la communauté. Les adolescents sont souvent les plus difficiles à extraire des gangs. Du fait de leur jeune âge, ce sont souvent les tireurs car ils sont moins susceptibles d'être emprisonnés. À 17 ans, Dylan Guesswind explique qu'il a décidé de quitter son gang. Je n'allais pas à l'école et je n'ai pas fini l'école. J'ai fait de mauvaises choses. J'ai tout fait de travers, fumé de la drogue et autres, volé les gens. Ce n'était pas bon pour moi. Si les habitants de Hanover Park sont très satisfaits des extincteurs, les anciens gangsters doivent encore faire leurs preuves dans de bien plus grands townships. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue tout de suite sur France 24. Événement. Pour ce reportage diffusé sur France 24, Caterina Vitozzi a été primée aux One World Media Awards. Le Libéria a été le pays le plus sévèrement touché par l'épidémie d'Ebola.
Elle y a rencontré des familles de victimes et ceux qui ont essayé au